Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais, chers panafricanistes. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Vous étiez très nombreux à vouloir que nous puissions organiser ces grands plateaux, ces plateaux des scientifiques, ces plateaux des panafricanistes. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, surtout dans la capitale, plus près de Pullman, Grand Hôtel de Kinshasa. C'est votre émission au centre. Nous allons décrypter ces grands sujets qui demandent à ce que les têtes bien faites de l'Afrique puissent réfléchir. La question mérite d'être posée. Les constitutions de pays africains, ces constitutions sont-elles adaptées aux réalités de l'Afrique ou aux réalités de nos pays? Face à cette question très questionnante, nous allons réfléchir, nous allons également donner des pistes de solutions. Mais ce qui est important, c'est de faire d'abord l'autopsie de la situation. Et on ne peut pas faire cette autopsie avec n'importe qui. Sur ces plateaux, j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Norbert Yamba Yamba, les panafricanistes, un grand esprit de l'Afrique, DIRCAB honoraire, du VPN de l'intérieur, M. Peter Kazadi également, Jacques Machalani, un grand esprit de l'Afrique, écrivain, il enseigne. M. Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation, merci pour les déco-débatteurs, beaucoup d'admiration, beaucoup de sympathie, parce que j'ai tendance à les suivre. Aujourd'hui, on est ensemble, je crois qu'on va relever les défis. Voilà. Merci M. Norbert Yamba Yamba également. De l'autre côté, nous avons la présence d'un habitué de cette émission. Vous l'aimez beaucoup parce que c'est un scientifique. Lui, il s'appelle Maître Oscar Moubiaï. Il est coordonnateur d'une structure État des droits en marche, avocat au barreau de Lille. Il est ici avec nous. Maître Oscar, sur le bien. Merci, monsieur le journaliste. De l'autre côté, nous avons la présence du professeur Paul Kibal. Je précise qu'il est initiateur de URED. Il est également, il a écrit un livre, Le panafricanisme rénové, c'est ça? Il est ici avec nous, il est auteur du courant de la démocratie, de la nouvelle démocratie, donc CODD. Il est ici avec nous, professeur Kibal, sur le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Voilà, de l'autre côté, il y aura la présence de l'ancien vice-ministre de la Justice honoraire, Maître Bernard Tankaïché, qui m'a dit qu'il est dans les embouteillages, mais il fait quand même l'effort d'être là pour participer à ces grands plateaux de panafricanistes. Le sujet, j'avais annoncé, les constitutions de pays africains, ces constitutions sont-elles adaptables aux réalités de l'Afrique? D'entrée des jeux, je donne la parole à M. Maître Oscar, c'est important, lui va commencer aujourd'hui. Maître Oscar Moubiaï, est-ce les écrivains africains ou l'homme intellectuel africain est-il périmé? Bon, moi, je ne sais pas dire ça. Ça dépend de la durée d'expérience de sa productivité. Parce que quand on dit on est périmé ou pas, c'est quand on n'est plus adapté au temps. Et pour qu'un produit soit périmé, il faut qu'il existe d'abord. Et comme nous parlons de l'intellectualisme, pour un intellectuel, le produit, c'est l'œuvre de l'esprit. Cela passe par la productivité intellectuelle. Alors, la question, est-ce qu'en Afrique, avons-nous une productivité intellectuelle? Je crois qu'on en a trop peu, sans pour autant penser qu'on n'est pas gentil avec nos frères et nos sœurs africains. Mais la question est, ou la réponse est que l'Afrique travaille peu en termes de productivité sur tous les plans. Alors donc, ça me semble que dire périmé, oui, on est périmé parce que on est dans quoi? On est dans ce que le colon nous a laissé. Aujourd'hui, ça ne sera pas étonnant de voir un intellectuel africain qui ne se réfère qu'aux Occidentaux,
qu'il a connu ou au moment de qui il a été nourri. Moi, j'étais scandalisé de me retrouver aux États généraux de la justice et je voyais qu'on parlait du droit congolais, mais toutes les références, c'était comme en France, comme en France. Alors moi qui suis avocat en France, j'étais un peu très embêté de voir qu'au lieu de proposer les réformes adaptées à notre pays, on était comme en France, comme en France. Parfois on citait certains de mes professeurs, comme Oumouvillois, que les ministres de Tamba aiment bien, et comme le conseiller à la cour d'appel de Douai, qui a écrit un ouvrage très important, est-ce que ne faites pas confiance en la justice de votre pays. Voyez-vous, donc ça posait la question de la confiance entre la justice et les citoyens. Et donc au final, la question que vous posez, donc quand on dit 60 ans après l'indépendance, quand on commence à toujours dire comme Rubens avait dit, comme tel philosophe a dit, donc ça peut paraître qu'on est assez périmé. Et donc, enfin par rapport à votre question, est-ce que les constitutions sont-elles adaptées au temps de notre temps? La réponse est non. On va en parler. Non, j'ouvre déjà le débat. On va en parler, on va en parler. On va en parler. Alors, de l'autre côté, je prends la personne, je prends professeur Paul Kibal. Est-ce que les recherches des Africains, de l'homme africain, est-ce que ces recherches sont-ils prises en compte par les scientifiques du monde? Bon, je pense que Maître Oscar a effleuré le problème. Et là, je vais paraphraser mon frère Yamba Yamba. Les recherches des Africains, en réalité, comme il est dit d'ailleurs, c'est plus une compilation. Une compilation des résultats des chercheurs, il faut le dire, occidentaux. Alors, avec ce qu'on appelle généralement la revue de la littérature, donc vous devez lire, consulter toutes les publications, essentiellement faites à l'étranger du pays. Rarement on recourt aux publications locales. Je ne sais pas, ça fait comme un certain complexe, on ne sait pas, pour que votre recherche ait de la valeur, dont il faut citer les penseurs occidentaux, Marx, Engels, tout ça. Et il y a même des recherches sur ces pensées-là. Donc, ce qui fait que ça ne donne pas beaucoup de résultats pour le pays. Ça ne donne pas beaucoup de résultats pour le pays. Encore que, comme on l'a dit parfois, il n'y a pas une connexion directe entre les gouvernements, le pays et les universités. Les travaux des universités s'arrêtent à l'université. Et sur terrain, c'est autre chose. C'est comme si on était en train de se débrouiller. Vous voyez, alors, donc on est un peu enfermé dans ce carcan-là. Moi, j'ai été surpris une fois. Vous voyez, comme l'Institut, on me parle souvent de l'Institut pédagogique technique de Kinshasa, ISPT, je crois. Mais là-bas, il y a des productions réelles, des productions scientifiques réelles, des découvertes même. Il n'y a pas de plagiat comme on a l'habitude. Non, malheureusement, ce n'est pas exploité. Ça s'arrête au niveau de l'université. Il n'y a pas de bailleurs. En Occident, surtout parfois, ce sont les capitalistes, les entreprises qui ont des moyens et qui peuvent financer ces recherches-là. Mais chez nous, les privés n'ont pas tellement de moyens. C'est l'État qui devait soutenir ça, mais de ces côtés-là non plus, ça ne donne pas tellement. Alors, je vais donner la parole
à M. Norbert Mbayamba, mais quand même aux internautes qui sont en train de nous suivre. L'émission est en direct sur nos plateformes, donc Delcast TV sur YouTube. Vous pouvez prendre les liens partagés un peu partout en Afrique. Hein. Donc Delcast TV, au Centre TV, sur Facebook, au Centre TV et aussi sur TikTok, au Centre aussi, sur Communication Plus TV. Là, c'est des chaînes en ligne, mais vous nous suivez aussi sur TNT et dans plusieurs chaînes qui vont nous prendre en relais. Monsieur Norbert Yamba, est-ce que les recherches de l'homme africain peut-il compétir avec les recherches des Occidentaux, les Indiens et autres? D'abord, je voudrais sincèrement vous dire ma joie. Ma joie quand j'ai écouté le Tosca, qui travaille dans un milieu comme Lille, en France. Lille. Je vois les professeurs qui parlent de ces choses. Moi, je dis, waouh, waouh, tous les ancêtres divinisés sont en train de travailler pour qu'à un moment donné, on puisse quitter ces désordres organisés, cette situation qui va nous faire pendant 1000 ans, 2000 ans, comme ça, on ne change pas. Et quand j'écoute cette crème intellectuelle, je me dis, ok, ça y est, la torche est en train de s'allumer et l'avenir est éclairé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que les recherches africaines, le prof l'a dit, hein, je ne dirais pas le contraire. Nous sommes dans une logique de récitation. J'étais en train d'écrire un livre et je remets à un ami qui a la présomption du savoir. Il m'a dit, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs connus de l'extérieur, etc. Et pourtant, je m'engage dans une réflexion où j'affirme d'abord mon autonomie, certes avec éclairage de ce qui a été fait, mais au moins, je prends une direction qui relève d'un paradigme que je suis en train de soutenir, qui n'est pas un paradigme hérocentrique. Il dit non, 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 il faut beaucoup d'auteurs, il y en a, etc. Et pourtant, moi, mon combat, c'est ça. Créer une sorte de rivalité sur des thèses qui ont les domiciles chez nous pour lesquelles elles ne sont pas adaptées. Parce que ça nous désarticule, ça nous désintègre et ça nous détruit par rapport à l'avenir de notre société. Est-ce qu'il y a des recherches? Oui, on fait des recherches et compilations. On réunit les livres, on cite les uns, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Plus grave encore, le prof a parlé de cloisonnement. Est-ce que ces recherches-là, ce sont des découvertes? Il faut construire des passerelles avec les gens qui en ont besoin, notamment l'État, les opérateurs économiques. Mais toutes ces recherches sont versées dans les terroirs. Quel type de recherche? Même si on citait les Occidentaux, compagnie, etc. Nous sommes dans une situation où les choses doivent être clarifiées. Et je te félicite parce que tu organises un tel débat. Parce qu'on est dans une situation où on a une présomption de connaissance, mais on n'est pas utile par rapport à la société. Vous allez voir, beaucoup de gens, ils ont étudié, ils ont écrit, ils ont... Mais en réalité, ils reproduisent ce que les autres ont fait. Il ne faut que grimper sur les idées des autres. Et il est bon élève parce qu'il reproduit bien. Balandier, il reproduit bien. Jean-Jacques Rousseau, il reproduit bien pour les juristes, Montesquieu, etc. Mais quand on regarde l'utilité de tout ça, on voit que l'homme est distant. Il est trop distant des réalités de notre société. Il est en train de relever les réalités des sociétés des autres. C'est cela la difficulté. Et moi, je salue cet homme qui vient de la France, avocat bien entendu, parce que ce n'est pas n'importe qui est accepté dans ces réseaux comme avocat, en train de réfléchir, en train de se poser des questions. Comment pouvez-vous, et j'ai entendu des constitutionnalistes, j'ai honte, c'est très sale, discuter, présomption de connaissance, etc., en train de nager sur les idées des autres, la France a des grandes performances, nous devons copier la France. Moi je dis, c'est quelle imbécilité. La question de la Constitution, on va l'ouvrir, mais restons d'abord la première question, les constats sur les recherches de l'homme africain, si ces recherches peuvent compétir avec les recherches des autres. On est en train de faire des recherches.
Est-ce que ces recherches sont-ils prises en considération? Mais on a dit d'abord, non seulement les recherches sont faites dans un paradigme d'autrui, mais ces recherches qui sont disponibles et qui correspondraient au paradigme que nous utilisons aujourd'hui, ces recherches ne sont pas d'application. Okay. Nous avons combien de thèses, nous avons combien de mémoires, etc., à différents niveaux, etc. Mais il n'y a pas ouverture, il n'y a pas interaction entre l'université qui est censée produire des idées et ceux qui ont des responsabilités au niveau de l'État, même les opérateurs économiques. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, en Belgique, vous avez l'État qui destine le prof à un projet, et puis, bon, ce projet-là, 5 millions, 10 millions de recherches, et on lui donne des moyens, et dans un secteur bien déterminé, il produit des résultats, et ces résultats sont articulés en termes de décision. Ici, chez nous, vous pouvez écrire même 100 fois, mais personne ne se pose même la question. Merci. Alors, Maître Oscar Mobiaï, avant d'ouvrir la question de la Constitution, mais j'aimerais d'abord éclairer l'esprit des Africains parce que il y a une rivalité sur la toile, également dans le monde. Il y a ceux qui disent que les Africains font des recherches, mais en réalité, leurs recherches sont piétinées par les Occidentaux. Ils étouffent cela pour que ça ne sorte pas. Mais la question, qui a la responsabilité de faire valoir, de mettre en valeur les recherches des compatriotes africains? Est-ce leur gouvernement ou les autorités de l'Afrique sont corrompues par les Occidentaux pour que les têtes pensantes de l'Afrique ne se remarquent pas? Bon, écoutez, on félicite vraiment vivement votre émission, parce que les émissions chez nous, c'est quoi? C'est la danse. Ok, pour ne pas dire, ils vont dire la culture, mais la culture ne se résume pas en danse. Quand j'ai dit ça, j'étais très récemment avec Madame la ministre des Cultures, que j'ai beaucoup apprécié parce que je découvrais que dès qu'il était 6 heures, elle était déjà au bureau et que je découvrais que elle était très accessible. Ok, bon, maintenant derrière, la question que vous posez, est-ce que nos artistes ne vendent-ils pas? Donc il y a trop d'œuvres artistiques. Les autorités. Ben, je suis en train de arriver. Je vous réponds pour vous dire quelle est la responsabilité. Je pose la question, nous avons nos artistes, n'est-ce pas, qui inventent, mais n'est-ce pas, mais leur production, est-ce que c'est connu? Vous avez la production typiquement congolaise, et sur les terrains purement de musique, vous avez beaucoup de pays africains, pour ne pas les citer, qui nous ont imités et qui vendent nos produits. Mais nous, on n'est pas connus là-dessus. Maintenant, vous me demandez la responsabilité. La responsabilité, c'est l'État qui doit... Parce que quand vous parlez de recherche scientifique, le pays ne peut pas se développer sans recherche scientifique. Maintenant, est-ce qu'il y a la recherche scientifique chez nous? Ce n'est pas que les cerveaux manquent, mais ça demande beaucoup de moyens pour faire une recherche. Et dans cette recherche-là, je vous donne à titre d'exemple, parce que j'essaie un peu de jeter un coup rapide. Vous regardez en France, le budget de recherche pour 2023, c'est 61,5 milliards d'euros. Un budget destiné à la recherche. Et vous prenez le Congo, c'est à son honneur, le président Tshisekedi a fait l'effort pour demander à ce que le budget de recherche soit augmenté à 3%. Quand on prend les 3% sur notre budget, et notre budget, on s'est dit que bon, les budgets à venir, on veut dépasser les 16 milliards pour qu'on atteigne 20 milliards. 20 milliards. Vous voyez que ça ne fait même pas le... Comment, pas même la moitié du budget de la recherche pour tous les pays en France. Parce que la France peut entrer en RDC 4 fois. 4 fois. La RDC... 4 fois et demi. 4 fois. Mais la RDC, elle est grande. Ouais. Bon, vous comprenez un peu déjà. C'est pour dire que il y a ce déficit de la volonté du pouvoir public, donc de l'État, à pouvoir investir dans les cerveaux. Or, quand vous n'avez pas de cerveau, il y a problème. Voilà, ça, c'est quoi j'ai répondu à votre question. Il y a aussi un autre aspect pour lequel je salue vivement
Monsieur Yamayama, j'ai eu beaucoup de plaisir et de bonheur de le rencontrer sur le plateau qui parle du panafricanisme africain. Donc ça va nous ramener sur les Tchèques-Anta Diop, l'antériorité de la civilisation nègre. Il n'y a pas longtemps que j'étais sur votre émission quand un des co-débatteurs a dit que l'homme blanc nous a appris, moi je lui ai dit donc c'est l'homme blanc à qui nous avons appris. Vous comprenez? Bon, maintenant toute cette avancée de l'homme noir, ce n'est resté que dans la nostalgie. Parce que Tchèques-Anta Diop a fait sa thèse pour démontrer que ce sont les Grecs qui sont venus apprendre en Afrique, en Égypte. Une fois que l'on a dit ça, est-ce que nous devons rester sur ça? Nous, la génération actuelle, nous pouvons nous interroger, comme France Fanon a dit, chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir. Ben, je pense que nous avons trahi la mission qui est celle de perpétuer, parce que vous parlez de panafricanisme africain. Est-ce qu'aujourd'hui, avons-nous perpétué, 60 ans après, l'œuvre des Africains, des Lumumba, des Kwame Nkrumah, est-ce que nous les avons perpétués? Je crois que nous avons trahi l'idéal, parce que le panafricaniste des Lumumba, des Nkrumah consorts, quand ils ont pris le pouvoir, ils étaient à moins de 30 ans. À 25 ans, nos pères de l'indépendance réfléchissaient déjà, je dirais, mieux que maintenant. Alors aujourd'hui, quand vous regardez nos politiques, quel âge ont-ils? Est-ce qu'ils ont la même production sur le plan des politiques publiques ou sur le plan des rayonnements en tant qu'homme politique dans les concerts des nations? Est-ce que avons-nous des Lumumba aujourd'hui? Avons-nous des Kasavuba? Avons-nous des Etienne Tshisekedi? On peut continuer. Alors, est-ce que la génération à venir pourra aujourd'hui, on peut s'interroger si nous aurons une génération intellectuelle pouvant défendre l'Afrique? Vous avez M. Tshisekedi qui fait beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez posé la question pour savoir si les dirigeants africains étaient des patins ou étaient des hommes indépendants. En réponse, vous avez vu Tshisekedi avec Macron, il est resté debout, il s'est imposé. Quand vous voyez le jeune président sénégalais parler, aujourd'hui, il y a le capitaine là, Ibrahim Traoré. Il y a cette volonté, n'est-ce pas, des dirigeants africains de s'affirmer et d'avoir leur indépendance vis-à-vis de l'Occident. Mais ils se nourrissent de quelle idéologie? Ils se nourrissent d'idéologie de panafricanistes, africains, des Nkrumah, des Lumumba, des Traoré. Je parle de Blaise, de Thomas Sankara, voulais-je dire. Voilà. Mais ces gens-là, il y a plus de 60 ans. Mais où sont les nouveaux Sankara? Où sont les nouveaux? Et quand on va tenter de le faire, parce qu'il y a un virus au Congo que je constate, où quand on devient ministre, tout de suite, on part à l'université pour préparer sa thèse. Et donc, pour éblouir les gens, on dit qu'il faut être docteur en. Et donc, ils vont dire, ben, on n'a pas étudié. Voilà les reproches que l'on fait, sans se demander c'est quoi finalement les études. Je suis en train de suivre, et je finirai peut-être par là, le reportage de l'ancien Premier ministre français, Pierre de Vercovroy. Je le suivais par rapport à la problématique de la corruption. Actuellement, vous avez suivi que Sarkozy a été condamné et qu'il va aller en prison. 5 ans. Est-ce que chez nous, on a eu le jeune Moutamba qui était poursuivi, condamné, mais on voit quelqu'un condamné qui devient plus puissant que l'État? On commence à dire, mais lui, il n'a pas volé, il n'a pas fait ça. Tout le monde les défend, pourquoi? Parce qu'on veut de la population. Donc, je suivais Pierre de Vercovroy. C'est quelqu'un qui est ce que l'on appelle autodidacte. Il n'a jamais fait de grandes écoles. Il est arrivé jusqu'à être Premier ministre en France. À aucun moment, les gens ont dit, mais il n'a pas étudié. Mais au contraire, c'était un exemple, un modèle, c'était très admiratif. Donc on n'a rien contre les études. Mais les études
que nous voulons en Afrique? C'est les études pour être comme un blanc, ou bien c'est les études, comme M. Yamba et les professeurs ont dit, ou c'est les études pour notre société? Alors, une fois qu'on a résolu le problème de faire les études pour le développement de sa société, ben on abordera la question de ce que vous dites, la question pour la société. Mais Merci. finalement, au fait, si vous m'accordez une seconde, ici, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des études. En même temps, il faut qu'on puisse un tout petit peu apporter une observation à votre question. Vous nous dites les recherches de l'homme africain, mais les recherches n'ont pas de couleur ni d'origine. Les recherches ont tendance à être universelles. Maintenant que ce soit fait dans mon village de Demba, au Kasaï, si cette recherche contribue au monde, ce n'est pas une recherche de l'homme africain. Non, il semble que les recherches africaines, c'est des recherches éphémères, ils ne sont pas prises en compte par les grands esprits du monde, les occidentaux, parce que ce sont des recherches qui restent entre les quatre murs de l'Afrique. Donc, ça ne sort pas dans notre continent. Mais c'est ce que M. Yamba reproche. Il n'y a pas de recherche africaine ou de recherche d'hommes africains. Quand on fait une recherche, une étude, c'est pour le bien du monde et de sa société. Merci. Maintenant, le problème de l'homme africain, c'est de penser que pour que sa recherche ait de valeur, malheureusement nous sommes dans les sciences humaines, il faut qu'il cite Rousseau. C'est ça le problème maintenant que nous avons. Merci. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Je vais ouvrir les hostilités par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Alors, c'est le professeur Paul Kibal qui va ouvrir la question. Mais avant la question principale de l'émission, professeur Kibal, vous allez répondre à des questions. Mais des questions, la première, c'est qui un intellectuel? Un intellectuel, il semble, selon une définition universelle, c'est celui qui est capable de transformer les problèmes de sa société, donner la solution aux problèmes de sa société. Est-ce que les Africains, aujourd'hui, les constitutions qui sont considérées comme la Bible de la nation, est-ce que ces constitutions regorgent, ces constitutions s'adaptent à nos réalités? Merci beaucoup de poser la question. Bon, revenons un peu à la définition même. C'est quoi la Constitution? Bon, la Constitution, c'est la loi fondamentale qui détermine l'organisation et l'exercice du pouvoir dans un État. C'est ça la définition classique de la Constitution. Alors là, généralement, traditionnellement, il y a trois pouvoirs. Il y a bien sûr le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, et puis il y a le pouvoir législatif. Notre Constitution respecte ça. Okay. Alors, là où le problème se pose, c'est ce qui concerne l'exercice du pouvoir. Sur ce point-là, notre Constitution est exclusive. L'exercice du pouvoir est réservé aux partis politiques. Okay. Dans notre Constitution? Dans notre Constitution. Okay. Et le reste de la population est même déclaré apolitique. C'est-à-dire, ils ne doivent pas s'intéresser à la politique. Ils ne doivent pas participer à la gestion. Parce que là, on peut revenir même à la définition même de la politique. La politique vient du mot grec polis, qui signifie cité. Et la cité, c'est quoi? La cité, c'est un espace géographique délimité où habitent un certain nombre de populations. La cité, c'est un bien collectif, c'est un bien commun. Alors, il n'est que normal, la cité étant un bien commun, que la gestion de la cité concerne tous les habitants de la cité.
Mais dans le cas d'espèce de notre Constitution, tel n'est pas le cas. La Constitution, l'exercice du pouvoir est réservé aux partis politiques. Or, les partis politiques, ce sont des créations artificielles, pour ne pas dire des créations opportunistes, pour des intérêts politiques. Alors, un groupe comme celui-là, hein, avec des intérêts partisans, qui accèdent au pouvoir, croyez-vous que véritablement, le premier souci, ce sera la population? Ou ce sera le parti lui-même? C'est là le vrai problème. C'est ça le grand problème. Donc, c'est une constitution qui est exclusive. Encore que c'est une constitution des partis politiques. Partis politiques, facteur de division. Vous faites référence à notre propre constitution, mais la question est un peu, embrasse au moins toutes les constitutions de l'Afrique. Donc, vous singularisez la question par rapport à la RDC. Oui, mais vous avez posé la question, je pense que c'est par rapport à la RDC, c'est par rapport à notre pays. Et je dirais même, la plupart des pays africains, hein, ce sont des constitutions des partis politiques qui exercent le pouvoir. Hein. Et la grande majorité de la population, la société civile, n'exerce pas le pouvoir. Et que ces partis politiques-là, ce sont des créations artificielles, opportunistes, pour des intérêts, comment dirais-je, des intérêts politiques. Okay? Pas pour les intérêts de la communauté. Voilà. Alors que nous aurions souhaité que la Constitution se fonde sur nos réalités naturelles, c'est-à-dire nos tribus. Parce que qui dit tribu, dit non seulement langue, mais dit aussi espace physique. Nous avons environ 45 tribus dans notre pays. Chaque tribu a un territoire. Chaque tribu a un territoire. Donc, l'exercice du pouvoir devait se fonder sur les tribus. Mais alors, les tribus regroupées au sein de nos entités territoriales. Les entités territoriales, hein, nous les connaissons. Ce sont les villages, ce sont les quartiers, ce sont les communes, ainsi de suite. Ça, ce sont des réalités naturelles. Alors, quand les gens sont organisés dans les entités territoriales, sur base d'abord de la tribu, encore que actuellement dans notre pays, il n'y a pas un territoire où n'habitent que les gens d'une même tribu. Non, il y a comme une espèce de brassage. Les gens sont mélangés dans différentes communautés. Alors, donc, c'est ces communautés-là qui devaient fondamentalement exercer, participer à l'exercice du pouvoir à partir de leur milieu. C'est comme ça que nous disons que cette constitution des partis politiques n'est pas adaptée à notre réalité. Merci. Parce que la réalité congolaise, la réalité africaine, c'est quoi? C'est le vivre ensemble en communauté. Or, le vivre à travers les partis politiques vient diviser. Vous avez la grande division au sommet de l'État entre l'opposition et la majorité. Et la société civile, la classe du milieu. Oui, la société civile est exclue de l'exercice du pouvoir. Hein? L'opposition et la majorité qui sont là comme des chiens de faïence, qui se regardent. Hein? Qui se regardent hein? autour de la gestion du pouvoir. Donc, c'est une constitution qui n'est pas adaptée à nos réalités. Il nous faut une constitution, comme nous le disons, des communautés territoriales. Merci, professeur Paul Kibal. Je précise qu'il est initiateur de URED. Alors, le panafricaniste, la tête bien faite de l'Afrique, hein, parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, les gens m'ont envoyé des messages. Les gens vous aiment beaucoup, monsieur Norbert Yamba Yamba. Est-ce l'approche du professeur Paul Kibal, cette approche se rapproche des réalités de l'Afrique? Est-ce cette approche est meilleure par rapport à ce que nous vivons en RDC, et particulièrement en Afrique? La pertinence de l'exercice de le faire, c'est de faire en sorte que cette intelligence collective
dégage un certain nombre d'options qui nous permettent véritablement de mettre ça à la disposition des décideurs. Le professeur Kibal travaille, il veut mettre en place quelque chose d'opérationnel qui peut aider notre société. Un produit. Mais moi aussi, j'ai une approche, j'ai ressenti également dans les chefs de Maître Oscar qu'on a des approches. Maintenant, on va discuter sur les nuances au niveau de ces différents. Pas de problème, vous avez suffisamment le temps. etc. Quelle est l'approche de Norbert Yamba Yamba par rapport aux constitutions africaines qui semblent ne pas être adaptables à nos réalités? Vous savez, en 2015, j'ai été représentant d'une fondation allemande, la fondation Friedrich Ebert. Et à cette occasion, j'ai été choisi comme modérateur agréé dans une grande rencontre à Douala. Cette rencontre a regroupé 43 pays africains. Qu'est-ce qui s'était dit dans cette rencontre? C'était justement que lorsqu'on regardait 2015-2017, 2017, il y avait au moins 15 pays qui allaient connaître les élections pour changer les chefs d'État qui étaient fait mandat. 2017. C'est-à-dire de 2015, il y avait 17 chefs d'État. Et lorsqu'on a analysé la situation, sur les 17 chefs d'État, 15 voulaient traverser le moment de leur mandat. Ils ne voulaient pas entendre de leurs oreilles. Ils tentaient coûte que coûte à modifier la Constitution et à traverser. Ça, c'était le constat. 43 pays. Et voilà les conclusions qui ont été arrêtées. Et on s'est posé la question, pourquoi 15 pays, 15 chefs d'État voulaient traverser? On a compris tout de suite que la Constitution n'est pas en concordance avec nos réalités. Et quand vous êtes au village, le chef du village, certes, il y a une procédure de filiation, mais il y reste là. Certainement qu'il est au service de son peuple. Mais la République qui nous amène cette Constitution, elle est fondamentalement importée. Elle est importée d'un droit gréco-romain, je parle sous contrôle de Maître Oscar, ou romano-germanique. Et donc, dans cette configuration, nous sommes en train de copier l'Occident. Et quand on a copié l'Occident, on n'a pas tenu compte de nos réalités. Et donc, nous nous trouvons en situation de court-circuit. C'est cela le danger. Aujourd'hui, moi j'ai suivi, on est en train d'apprécier Ibrahim Traoré, moi je suis d'accord avec lui, etc. Mais il n'a pas l'air de parler des élections. Et pourtant, c'est un grand panafricaniste. Et voilà. Donc, il y a un problème réel. Alors maintenant, il faut que l'intellectuel congolais, la classe politique, puisse se désagoger, n'est-ce pas, de cette émotion toxique pour qu'on regarde les choses en face. Quel devra être le modèle de gestion qui peut être véritablement rendu opérationnel chez nous? Si nous voulons simplement, comme j'attends beaucoup de juristes constitutionnalistes, vanter la constitution française et s'inspirer de cette constitution, etc., ou bien que nous sommes au Congo et que cela ne correspond pas. Vous savez, moi j'étais observateur des élections en 2006. 2006 ou 2011. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais du côté de Bandundu, au fin fond là, dans le Maïnombe à l'époque. Mais les gens ont organisé les élections référendaires et le référendum constitutionnel. Et les gens, le référendum était considéré entre la élection, il y a Tshisekedi na Kizenga. Les référendums pourraient être Tshisekedi Kizenga. Tu vois combien de personnes comprennent les enjeux, comprennent les règles du jeu par rapport à ce processus de démocratisation. C'est qu'on est en train véritablement de rendre opérationnel, n'est-ce pas, un projet de société qui est en dehors de la société, importé fondamentalement
mais qui visiblement sert 1 ou 2% de la population. Raison pour laquelle ça devient important aujourd'hui, plus que jamais, que nous y réfléchissons. Et c'est là justement que j'ai toujours apprécié le professeur Kibal, qui prend des risques. Mais des grands intellectuels n'ont pas encore travaillé par rapport à ces propositions pour comprendre très clairement qu'est-ce qu'on peut faire. Il en a marre avec la configuration actuelle, mais il faut aller quelque part. Quand on change, une échelle ne marche pas, il faut changer d'échelle. Et c'est ça justement sa préoccupation. Mais je voudrais simplement dire qu'en mettant en place une communauté territoriale, c'est une bonne chose. Mais on va utiliser quelles règles? Est-ce que ça sera des règles de cette communauté territoriale ou ça sera des règles qui viennent de l'extérieur et qui sont méconnues par notre société? Là, la réflexion devient intéressante. Parce que, quelle que soit la représentation, parce que c'est suivi tout petit peu, je sais pas, à la télé, etc., il y a une représentation, il y a des porte-paroles. Lorsqu'on parle de porte-parole, c'est qu'il y a une représentation. Ce n'est pas différent de ce que nous faisons actuellement. Ok. Vous voyez, peu importe. Donc, ce n'est pas nouveau. Peu importe la géographie, l'espace et le respect des valeurs. Encore qu'il faut se poser la question sur le respect des valeurs. Parce qu'il n'y a plus de valeurs à l'état pur dans notre société traditionnelle. Et donc, il faut une certaine évolution. Je voudrais rassurer les pauvres que la société civile n'est pas exclue. Mais elle ne gère pas. Il semble qu'il n'y a que l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est le modèle. Et c'est cela justement. Il faut différencier des modèles. Ok. Le paradigme occidental, qui est un modèle occidental, et ce modèle que nous avons copié, souhaiterait qu'on utilise les partis politiques. Même si nous n'avons pas la maîtrise de ces partis politiques. Ce modèle voudrait qu'il y ait l'opposition. Et chez eux, il y a l'opposition, il y a la majorité, mais ils travaillent de telle sorte que leur pays puisse être promotionné. Chez nous, parce que c'est important, nous n'avons aucune maîtrise de tout cela, etc. Et donc, nous sommes en train de désintégrer, de désarticuler notre société. La société civile, dans le processus occidental, va jouer le rôle de contrepoids, va jouer le rôle, n'est-ce pas, de pouvoir dégonfler des tensions. Vous voyez, par la démocratie participative. Et je termine par là. Parce qu'il y a des notions importantes, la notion de démocratie représentative et la notion de démocratie participative. La démocratie représentative, ce sont des hommes et des femmes qui sont élus, qui exercent de manière statutaire des responsabilités. Tandis que les populations, au travers les citoyens, pris individuellement comme collectivement, ont la responsabilité de participer à la gestion, à la performance des institutions, au travers de leurs déclarations, au travers des conférences de presse, au travers des contacts, etc. Et ça, c'est le rôle de la société civile pour réguler le comportement des acteurs politiques. Et donc, quand on fait la réflexion, voyons l'Occident, voyons l'Afrique, et dans l'Afrique, quels sont les éléments qui nous permettent de véritablement à construire une dynamique. Merci, M. Norbert Mbemba. Maître Oscar Moubiaï, vous êtes un juriste. Quand vous photographiez l'Afrique, le système politique africain, pensez-vous que nos constitutions répondent à nos réalités? Bon, écoutez, d'abord, première chose, c'est de s'interroger quand vous dites nos réalités. C'est quoi nos réalités? Quelles sont nos réalités? Ça, c'est la première chose qu'il nous faut. Les réalités sont plus réelles, hein? Nous parlons de l'Afrique. Il faut déjà parler de nos réalités. Vous avez M. Yamba vous dit la communauté occidentale parle de la démocratie représentative. C'est une valeur. Ok. Et on a glissé, on dit au lieu de parler de la démocratie représentative, maintenant il faut que nous puissions aller vers la démocratie participative. Et puis, on vous dit qu'on met en place les systèmes politiques avec la Révolution française. Et en tout ça, on vous parle de l'homme conçu comme individu, donc l'individualisme. Et que tout va se construire à travers cette philosophie d'un homme vu dans son individualité. Alors que nos réalités africaines, quand vous écoutez les profs,
Prof Kibal. Le prof Kibal, il ne conçoit pas l'homme vu dans sa dimension d'individualité, la liberté de penser moi. Non, lui, il voit l'homme dans la communauté. Voilà que nous ne sommes pas dans la même conception. Ok. Alors, maintenant, on va aborder la question de la Constitution. C'est quoi la Constitution? Le prof l'a déjà dit, je ne vais pas faire des éléments théoriques. Mais la Constitution traduit les valeurs d'une société. Ok? Toutes ces pensées, tous ces courants philosophiques, les systèmes romano-germaniques, comme le prof l'a dit, les systèmes anglais. Et pour traduire ces valeurs-là, on les traduit dans la Constitution. Ok. Alors, prenons maintenant nos réalités à nous, qui sont fondamentalement décrites par nos pères de l'indépendance, de Lumumba, de Nkrumah, et puis finalement, on va dire, mais l'Africain est solidaire, la solidarité africaine. Tout ça, ce sont nos réalités. Est-ce que les avons-nous traduites dans nos constitutions? Dans nos constitutions. La réponse me semble non. Vous allez dire la solidarité africaine. Ça, on veut bien dire la solidarité africaine. Mais est-ce que sommes-nous solidaires? Quand on parle de solidarité, on soulève la question de la redistribution des richesses. N'est-ce pas? Que l'égalité de tous. C'est pour ça que quand vous voyez cette politique de redistribution et d'égalité de tous a entraîné, quand tu arrives en Europe, tu as du mal à voir la maison du riche. Mais au Congo, il suffit d'entrer dans un quartier, dans une avenue, tu sais voir qui est pauvre, qui est riche. Et ceux qui sont riches ne se gênent pas d'être riches parmi les pauvres. Ils sont heureux. Et on vient de leur dire, on veut faire ce qu'on appelle les matadors. Donc à ce moment-là, il est content, il est heureux. Alors qu'il y a un philosophe qui a dit qu'il y a de la honte d'être riche parmi les pauvres, d'être seul riche parmi les pauvres. Donc on ne se gêne même pas de pouvoir se manifester et de faire démontrer qu'on construit, non pas pour une nécessité d'habitation, mais on construit pour vous envoyer le message que l'on est riche. L'on achète une voiture, non pas pour moyen de déplacement, mais on achète pour dire je suis le seul à avoir cette voiture. Et on s'habille et on se manifeste en tant que tel. Tout est renvoyé à la dimension d'être heureux seul parmi les pauvres. Et pour arriver à tous ces moyens de se distinguer parmi les autres et créer la classe, tous ces moyens-là, en Afrique, comment on y arrive? On y arrive à travers la politique. Ok. Parce qu'on n'a pas créé la richesse à travers l'initiative privée. On a travaillé à la sueur de son front, mais on arrive à la richesse en Europe ou dans d'autres pays. On arrive à la richesse en faisant la politique. Mais ici, la politique, c'est pour aller gagner l'argent. Et on chante ça. Si j'étais le petit frère de ministre, il y a Emene qui a chanté, n'est-ce pas? Nazareth qui est ministre. Tu comprends? Pourquoi? Moi, je suis député. Alors, tout ça, c'est pour dire, quand on est député, quand on est ministre, on est riche et on est heureux d'être comme ça parmi les pauvres, et on le constate quand on est nommé ministre, au moment ou bien au moment de quand on est élu député, on constate que les familles jubilent, sifflent, se mettent de la farine, comme si on venait avoir le diplôme d'État. C'est un message qui est envoyé, dit Tobongi. Conséquence maintenant par rapport à nos constitutions. On a dit que la politique est organisée autour des partis politiques. L'article 6 le dit. Si toute personne a le droit à faire de la politique, et vous descendez à l'article 90, on vous dit que pour entrer au gouvernement, on tient compte de la représentativité nationale. Sans s'interroger, qu'est-ce qu'on entend par représentativité nationale.
Parce que pour que tu sois représentatif, quel est le modèle? Sur quels critères on dit que vous êtes représentatif? En démocratie, vous êtes représentatif sur les critères d'élection. Je représente ma tribu, cher au prof, que pour autant que ma tribu m'a élu pour la représenter. Bon. La tribu qui a un espace aussi physique. Oui, donc physique, associé à... Physique, géographique, tout Exact, ça, mais la oui, tribu vit. Exact. Bien que je ne partage pas, je ne partage pas votre critère des tribus en politique. Parce que tribu, ça peut nous amener dans ce que l'on appelle facilement tribalisme. Alors, je comprends que dans votre Non, je entendement... parle des communautés une politique territoriales. Et chaque entité territoriale, il y a une tribu de base. Il y a un Et focus puis, il y a sur la tribu. Oui. Bon, Des vous tribus. savez, Avec des affiliations, des nouvelles personnes qui arrivent. des modèles Voilà. pour développer le Congo. Le président Tshisekedi a réfléchi en pensant de partir de nos territoires. C'est pour ça qu'il y a eu la politique de développement de 145 territoires. 147. Voilà. Bon, c'est une base. Ok. Mais on peut partir de là. Mais facilement, quand nous sommes des nations fragiles, cela peut poser problème parce qu'on confond tribu au tribalisme. On confond communauté. Alors, il faudra... Mais il y a un danger. Alors, ça, comme le prof, comme M. Yamba a dit, ce sont questions de vos approches. Vous voyez que ça, c'est discutable. Mais nous sommes d'abord, pour que peut-être je ne monopolise pas la parole, arriver à la question de s'interroger sur nos constitutions. Alors, nos constitutions ont été africaines, hein, presque toutes. Nos constitutions Oui. ont été africaines. Nos constitutions africaines, c'est ça la Oui, question oui, de la oui. constitution. Les constitutions de l'Afrique. De l'Afrique. Subsaharienne. L'Afrique noire. Parce que quand vous parlez de l'Afrique, ce n'est pas la même réalité qu'avec l'Afrique du Nord. L'Afrique noire. Monsieur Yamba dit 45 pays, tous les pays africains subsahariens, leurs constitutions naissent aux alentours des années 90, 90, avec la fin de la guerre froide. On quitte de la dictature réelle ou supposée, parce qu'on nous a dit que les dirigeants africains étaient des dictateurs, hein, de Mobutu. Les Kadhafi et autres. Les Kadhafi. On nous a dit ça. Pourtant, c'était vrai. Ça, c'est notre débat. Et donc, nous devons nous débarrasser des dictateurs, entrer dans la démocratie. Et pour entrer dans la démocratie, on a invité les experts occidentaux, des Bob Kabamba, les sociologues, pour venir rédiger la Constitution. Et ils ont pris des modèles occidentaux. Et moi, quand j'ai fini en France, une question a été posée par ma prof de droit public comparé, Camilleri. Il nous a dit, est-ce que la démocratie occidentale, telle que conçue par Montesquieu, dont M. Abayamba parlait, est-ce que fonctionne-t-elle encore? La réponse était non, cette démocratie occidentale est en panne. Vous voyez que la démocratie occidentale est en panne, on est en train de la réinventer, mais nous sommes en train de la suivre. Alors, je chutais pour vous dire, qu'est-ce qui a marqué ces constitutions de 90? Comme nous venions de la dictature, on a voulu éviter ce que vous appelez la transhumance. Première chose, ça voudrait dire qu'un député de telle famille politique, c'est ce qui a entraîné qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, on est au gouvernement que quand on est issu d'un parti politique et on n'a pas vu, et ce n'est plus possible aujourd'hui d'avoir comme société civile de M. Yamba à l'époque où la société civile existait. On ne sait plus aujourd'hui avoir des gouvernements de technocrates. On a les gouvernements que des politiciens. Okay. Or, les politiciens, c'est parfois difficile qu'ils développent le pays. Bon, bref. 5 secondes. Mon ami, 5 secondes. vous pouvez laisser qu'on finisse le raisonnement. Après les minutes, on en a Chutez, pas chutez. besoin. Non, vous voulez bousculer les gens dans le minute. Le temps de reste là. Si j'ai fini mon raisonnement, je n'ai plus besoin de parler. Je laisserai le temps à mes co-débatteurs. Donc, sauf que je finisse ce raisonnement sur la question fondamentale. Donc, on a pris comme considération que des partis politiques, on est passé de autorité morale. Et en tout ça, on a limité. On a voulu
donc parti politique, et qu'il n'y ait pas la transhumance. Il y a un phénomène très important que n'a pas perçu nos constitutionnalistes congolais, où, au cours d'une même législature, on a vu qu'il y a changement de majorité. Ça, c'est une première en droit constitutionnel. Et cette première, c'est un événement qui s'est passé au Congo. Maintenant, donc il faut se saisir afin de savoir si nous pouvons inaugurer ce système-là. Mais on a seulement discuté et fait ça. Deuxième élément, j'en ai fini par là. En dehors des partis politiques, qu'est-ce que l'on a voulu également nous traduire ou nous communiquer dans nos constitutions? Limitation de mandat, pour éviter de s'éterniser au pouvoir. Voilà les valeurs. Pour est-ce que vous êtes trop pressé? Je vais finir par là. Voilà les éléments que nous avons mis dans nos constitutions. Et avec les mimétismes où les grands constitutionnalistes de notre pays viennent se défendre par chauvinisme en disant mais la constitution congolaise n'est pas la petite sœur de la constitution française. Pourtant, il n'en est qu'une copie conforme. Maintenant, la vraie question, est-ce que tout ce qu'on a pris parce que nous sortions de la dictature et qu'il fallait prendre autre chose que la dictature, est-ce qu'on a pris depuis 1990, le multipartisme intégral, et aujourd'hui nous avons plus de partis politiques que les Égyptes. Et alors, au lendemain, j'en ai fini. Alors, au lendemain, on était en train de discuter, est-ce qu'il fallait-il limiter les partis politiques à 3 ou fallait-il laisser? On a dit on laisse parce que l'aspiration à la liberté est tout. Maintenant, la question aujourd'hui, 90 à aujourd'hui, c'est 30 ans pratiquement. 30 ans après, ce qu'on a voulu mettre en place pour transformer le Congo ou l'Afrique, est-ce avons-nous réussi? Merci. La réponse est que c'est un échec total. Un échec total. Monsieur Mbayamba Soufré, je vais vous donner suffisamment de temps. Professeur Paul Kibel, à l'époque de Mobutu, à un moment, il avait parlé de retour à l'authenticité. Il y a un professeur qui m'a dit Mobutu n'avait pas aussi compris quand il a soulevé la question de la zaréanisation. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire recours de la manière que nos ancêtres géraient? Parce qu'il semble que le président africain, les 5 ans qu'on leur donne dans la Constitution, c'est peu. Est-ce qu'il faut prendre quelqu'un, le mettre au pouvoir et être autour de lui afin que cette personne puisse nous amener à un développement comme ça s'est fait en Libye avec Kadhafi? Est-ce que ce n'est pas adaptable pour un développement durable des Africains? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je vais renchérir un tout petit peu sur ce que Maître a dit. Maître Oscar. Oui. Maître Oscar a parlé de la liberté politique. Liberté politique, c'est-à-dire quoi en réalité? Liberté de créer un parti politique pour exercer le pouvoir. Mais cette liberté politique, en réalité, est de façade. C'est une liberté qui n'est réservée qu'aux riches. Ah oui. Ok. Qui crée les partis politiques dans notre pays? Ce n'est pas un pauvre. Hein? Ouais, les gens qui manipulent bien les billets. Mais les gens qui manipulent de l'argent. Et généralement, ce sont les gens qui sortent du gouvernement pour avoir amassé d'argent. Ils créent leur parti politique. Vous voyez? Alors, ce sont les mêmes gens-là qui se retrouvent maintenant dans l'exercice du pouvoir pour toujours accumuler. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème par rapport au système des partis politiques. Alors, il a parlé aussi du tribalisme. Mais le tribalisme... Parce que vous avez évoqué la question des communautés. Oui, oui, ça risque de nous amener... Oui. Le tribalisme est accentué dans le système des partis politiques. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un crée un parti politique, bon, du point de vue de la loi, on dira il faut avoir un représentant dans toutes les provinces. Mais quand le parti est créé, généralement, les premiers membres du parti, c'est qui? Femmes et enfants. Et la tribu. Et la tribu. Et la tribu.
Alors, une fois dans l'exercice du pouvoir, hein, il y a certains avantages qui sont donnés plus facilement aux membres de sa tribu et de sa famille, et puis le reste vient un peu après. C'est ça ce qui favorise le tribalisme. Non, ça, c'est l'orientation de l'homme politique, mais la loi dit autre chose. Bon, la loi c'est une chose. La réalité, comme vous avez dit, c'est autre chose. Mais la loi est appliquée par l'homme. Voilà. Tu ne peux pas parler de l'application de la loi sans tenir compte de facteurs humains. Voilà, exactement. Donc c'est ça ce que nous vivons. Donc le tribalisme en réalité est accentué dans le système des partis politiques. Nous défendons les communautés territoriales. Hein? C'est-à-dire quoi? Une communauté territoriale, en réalité, est composée de quoi? Est composée des communautés tribales. C'est ça la vérité. Ok. Parce que dans un territoire, avec l'approche même du chef de l'État, des territoires, hein, dans les différents territoires, les territoires sont composés de qui? Des communautés tribales qui ont Les notables, les natifs. Oui, qui ont des assises, hein, qui ont des assises réelles. Alors, ces communautés-là, mises ensemble, hein, leur destin, c'est jouant là-bas, mais ils ont intérêt à travailler ensemble et à choisir non pas des représentants, là je reviens à mon frère et à Mayamba, mais ce sont plutôt les porte-paroles, hein, qui ne font que porter la voix de la communauté au niveau de l'Assemblée, avec obligation de redevabilité, de retour. Mais dans le système des partis politiques, avec les représentants, quand ils viennent pendant la campagne, ils disent quoi? Nous serons vos serviteurs, n'est-ce pas? Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont coupés des électeurs. Ils deviennent des maîtres. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident. Et la population est loin de là. Vous voyez, la population ne fait que subir. Du fait des élections, la population transfère son pouvoir aux élus, hein, qui sont censés être des serviteurs, mais qui finalement deviennent des maîtres. Et qui votent des lois là-bas entre eux, qui doivent s'imposer à qui? À la pauvre population, qui n'a pas participé à l'exercice du pouvoir, hein, à la prise de décision. Nous en arrivons à la société civile. Mais c'est dit dans la loi. Les ASBL sont apolitiques. On parle français. Apolitique, ça signifie quoi? C'est une position contraire. C'est un préfixe contradictoire. C'est-à-dire, la société civile ne peut pas s'occuper de la politique. Elle est exclue. Ne peut pas participer aux décisions politiques. Les décisions politiques sont réservées aux politiciens. C'est là le problème. Hein? C'est là le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que la société civile puisse aussi participer, puisse avoir la même mise? Non, mais alors, il y aurait un problème de la classe du milieu, il y aurait un problème de l'arbitre. Non, c'est-à-dire quoi? Dans le système des communautés territoriales, il n'y a pas de société civile déclarée apolitique. La politique devient l'affaire de tout le monde. Ah oui, dans sa communauté. Et en ce moment-là, la communauté peut porter le choix sur qui il veut. Mais ça devient une dictature en quelque sorte, parce que vous allez obliger à tout Congolais de s'impliquer, de faire la politique. Non, il y a des gens... C'est mauvais la dictature. Non, il n'y a pas de dictature. Mais la dictature est mauvaise. S'il vous plaît. Il n'y a pas de dictature. Le problème ici, c'est quoi? Tous les Congolais vont participer à la gestion du pays. Chacun a une voix dans sa communauté. C'est ça le problème. Alors qu'ici, dans le système actuel, non, la population, les électeurs sont des incapables qui cèdent leur pouvoir aux élus qui doivent décider à leur place. Vous voyez, c'est ça le Parfois problème. même sans le vouloir ni le savoir. Voilà. Hein? Et ils prennent des lois là qui s'imposent. Maître est là, je ne sais pas, il ne va pas me contredire. Il y a un adage là qui dit nul n'est censé ignorer la loi.
Est-ce que c'est juste ça? Une loi qu'on a votée ici à Kinshasa, et on dit que nécessairement il faut publier ça au journal officiel. Mais quelqu'un qui est à Kasumbalé, ça là-bas, s'il commet une infraction, une faute, il peut être sanctionné en vertu de cette loi, qu'il ne connaît même pas. Vous voyez, c'est ça le problème. Merci. Donc, pour dire ceci, le système des communautés territoriales, c'est l'unité et la cohésion nationale. Hein? C'est l'unité et la cohésion nationale. Alors, merci. Alors que le système actuel est fragile. Merci. Ça divise les gens. Hein? Ok. Et puis, pour terminer, là je Je te- termine, et comme l'a dit mon frère Yamayamba, mais tout ça sera consigné dans la nouvelle constitution. C'est ça. Hein? Toutes les règles là seront fixées dans la constitution. Comment on doit se comporter, comment les communautés vont se comporter, ainsi de suite. C'est sera au niveau de la constitution. Que tout sera fait. Merci. Et puis pour terminer, 5 secondes. le problème des mandats, oui, ça c'est autre chose. Et le mandat sera fixé de commun accord. Si on veut que ce soit un mandat de 5 ans ou de 10 ans, mais ce sera l'Assemblée qui va... Est-ce que le peuple africain est préparé pour qu'il y ait un président qui peut faire 10 ans, 15 ans, des mandats 30 Le ans? problème, c'est quoi? C'est quand on accorde la charge de la gestion du pays à un seul individu, à une seule personne. Mais une seule personne ne peut pas opérer des miracles. Alors que dans le système des communautés territoriales, c'est tout le monde qui participe. Mais il faut qu'il y ait un chef, il semble, et peut-être il y aura un désordre organisé, Parce que si tout le monde peut décider. Le chef en réalité n'est qu'un coordonnateur. Merci. Alors, M. Norbert Yamba, vous allez ouvrir cette question. C'est quoi l'importance d'un système politique? Parce que il y a des pays qui se sont développés sans être des pays où règne la démocratie. Est-ce que la dictature positive est-elle avantageuse pour des pays africains comme la RDC, comme Côte d'Ivoire, Cameroun et autres? Est-ce que nos constitutions bloquent le développement? Nos constitutions ne sont pas nos constitutions. Ce sont des lois importées, non adaptées. Et le discours que nous avons suivi tout à l'heure montre que cela n'est pas en concordance, non seulement avec nos intérêts, mais notre destinée. Première chose. Deuxième chose, je voudrais que tous les co-débatteurs comprennent qu'il y a un combat planétaire qui se livre par les Occidentaux, dont ils avaient déjà gagné. Ok. La considération de l'idéal civilisationnel. L'Occident, les 12 tribus de Juda, pensent qu'eux ont reçu la mission fondamentale de civiliser l'humanité. Et que toutes les règles, ça rentre dans leur culture civilisationnelle et cela doit être appliqué partout à travers le monde. Et ces combats permanents, récurrents, tout simplement parce qu'ils sont encore vivants. C'est comme ça qu'ils se choisissent des chefs d'État, ils se choisissent des hommes politiques, des notables, des compagnies, etc. À travers eux, c'est pour faire la promotion. Raison pour laquelle vous avez des organisations, francophonie, vous avez toutes ces organisations où on implique même nos autorités, etc. Juste pour maintenir le cap de cette situation. Je voudrais également rappeler qu'il est anormal de considérer un diplômé comme un intellectuel, comme un scientifique. Quelqu'un peut avoir un diplôme, quel que soit ce niveau, il ne peut pas se faire appeler scientifique. On n'est pas scientifique lorsqu'on importe les idées. On est scientifique lorsqu'on fouine son environnement, on trouve des solutions dans son environnement. Okay. Et Bob Bassong dit, c'est un Camerounais, un savant, il dit, aujourd'hui, il n'y a que des abrutis fondationnels. Ce sont des analphabètes culturels. Des gens qui sont auréolés d'un prestige, mais qui n'ont aucune utilité sociale.
Tout simplement parce que leurs idées ne peuvent pas promotionner la société. Et donc, il faudrait vraiment que nous puissions comprendre ça. Troisième chose, j'ai dit que nous tous qui sommes dans cette Afrique subsaharienne, comme le disait Maître Oscar, nous avons été formés pour nous éloigner de notre société. Au fur et à mesure qu'on progresse avec les études, au lieu que ces études puissent vous servir pour transformer la société, ces études vous servent véritablement d'avoir un refuge économique, mais ce n'est pas pour transformer la société. Raison pour laquelle j'avais suivi une fois, Théophile Obenga dit, mais il fallait avoir des professeurs dans le gouvernement. On a des professeurs mais sans solution. Il faut avoir des juristes comme M. Oscar, etc., des économistes extrêmement sans solution. On est resté sans solution, s'il vous plaît. C'est que très clairement, ces gens qui ont été formés pour une autre société qui était fondamentalement industrielle. Mais notre société traditionnelle n'est pas censée les accueillir et les rendre très performants. Quatrième chose, je voulais simplement dire que lorsque nous disons panafricain, nous parlons justement de valeurs africaines. Mais ces valeurs africaines ont un soubassement. Mais parce que le monde évolue, même l'Occident a évolué, aujourd'hui la civilisation est démodée. Mais nous devons scientifiser. Nous n'allons pas prendre les valeurs africaines à l'état brut. Okay. Nous allons scientifiser, nous allons moderniser. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le prof Kibal. Parce qu'il fait une tentation. Hein. Parce que changer un système, c'est pas si facile. Hein. Okay. C'est pas facile. Ces idées-là doivent véritablement mûrir et davantage. Donc, nous allons prendre ça, comme il l'a dit, et si on crée des communautés territoriales, on fait comment? S'il y a un porte-parole, oui, il va aller dans une assemblée. Et la gestion de la République, qui est une donne importée. Okay. Parce que la République, nous n'avons pas connu ça. Nous avons connu le royaume. C'est ce que lui appelle communauté territoriale. Et il faut revenir, il faut restaurer. Il faut restaurer ce que nous avons vécu. Nous avons été dans un système de confédération de royauté. Okay. Mais nous n'allons pas prendre ça à l'état d'animalité zéro. Nous allons y mettre de la science. Nous allons moderniser ça. Nous allons théoriser ça. Et là, la question que tu posais, est-ce que nos intellectuels, nos chercheurs, sont-ils valables pour promotionner notre société? Moi, je dis non. Parce que toutes les thèses qui sont produites chez nous ne rivalisent pas les thèses occidentales, qui ont instauré un système de domination et qui considèrent qu'ils ont un idéal civilisationnel. Ça, c'est un grand défi. Encore que bon, ceux qui sont élus, ils soient fondamentalement des gens qui croient à l'Afrique, des gens qui dirigent, mais qui croient à l'Afrique. Mais croire à l'Afrique suppose avoir des grandes idées pour promotionner la société. J'ai entendu, on a parlé de Lumumba, de Nkrumah, de Sékou Touré, compagnie, etc. Ils ont travaillé, ils n'avaient pas beaucoup étudié, en fait, Lumumba, Sékou Touré, Modibo Keïta, etc. Les évoluer. Mais ils ont été des évolués, certes, par proclamation. Mais ce sont des gens qui croyaient. Et la question que Oscar posait tout à l'heure, il dit, comment expliquer que ces gens-là étaient très jeunes. Ces gens-là n'ont pas tellement étudié. Mais ils avaient des grandes idées. Lumumba était en avance. Il était en avance, mais dès un poste primaire. Modibo Keïta était un enseignant d'école primaire. Sékou Touré n'était qu'un ouvrier syndicaliste. Mais quelle idée! Mais nous ici, notre classe politique, c'est la beauté. C'est la beauté. Donc, on ne peut pas. Même quand nous, on discute de toutes ces questions-là, qui va s'intéresser? Qui va croire que c'est un problème? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut avoir l'argent pour être respecté. Il faut avoir des maisons, des immeubles. Quand tel a tel immeuble, il faut aller voir, compagnie, etc. Mais on s'éloigne. On s'éloigne du défi qui est le nôtre, celui de transformer notre société. Nous avons été formés, heureusement, malheureusement à l'occidental, pour modeler la nature naturelle. Où se trouve notre défi? Où sont les gens qui portent des idées? Je continue, n'est-ce pas, à les féliciter. Au moins, les professeurs qui mènent les idées dans la rue, ils disent, voilà, critiquez-moi, mais au moins je vous propose quelque chose. Mais où sont-ils encore? Qui l'accompagne? Rien du tout. Et donc, nous avons un grand défi, sincèrement,
de pouvoir nous engager résolument. Excusez, je termine par rapport à ça parce que ça me vexe chaque jour, je ne dors pas et je suis très heureux de rencontrer Oscar qui est dans le même parti que moi. Je dis, ok, ça y est, ça va aller. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on consolide ces idées-là. Parce qu'il est anormal. Il est anormal. Là où il y a des grandes idées, on s'y intéresse les moyens. Et alors, on va changer comment? Vous avez le garçon qui se trouve, le garçon, non, c'est un chef d'État, il se trouve à notre président Ibrahim Traoré, c'est notre jeune frère. Il peut avoir l'âge de mon fils, ça c'est évident. Mais il essaye, lui aussi il essaye. Il a commencé naturellement par la reconnaissance d'une journée de tradition. Et il dit non, moi, tu peux. Où sont les gens pour nous faire, par exemple, un petit modèle, ne serait-ce que la maquette d'un avion, la maquette d'un véhicule. Ils y travaillent. Ils mettent de l'argent autour de ça. Mais quelqu'un a dit ici, lui aussi, il n'a pas besoin d'organiser les élections parce qu'il n'en parle même pas. Voilà, organiser. Regardez, je vais répondre. Il faut qu'il y ait la rotativité. Non, attention. Vous êtes dans l'occidental. Et c'est dommage. Regardez, vous parlez de la dictature, et c'est là quelque chose dont tu m'as La dictature positive. Attention. Qui a mené la dictature et qui a mené la démocratie? C'est l'Occident. Okay. Ce sont les valeurs occidentales. Parce que quand vous allez dans un village, vous avez un chef qui a fait 80 ans. Est-ce qu'il est dictateur? Ça fait partie de nos valeurs. Vous êtes chez les Kuba. Vous avez connu des rois. Vous êtes chez les Congo. Peut-être que les choses ont complètement changé, ça c'est évident. Mais ils n'étaient pas des dictateurs. Ils étaient des gardiens de valeurs sociétales. Alors pourquoi nous ne pouvons pas photographier ça et scientifiser, moderniser, théoriser pour en faire un chien de chasse qui travaille pour notre société? Il est anormal que pendant 30 ans, nous sommes en démocratie. Mais c'est la récurrence de la violence. C'est que cette démocratie n'est pas adaptée par notre pays. Donc la démocratie africaine, elle est constipée. Elle est grippée, elle est tellement grippée qu'on a besoin que les professeurs sortent de leur salle d'auditoire où ils parlent sans être contredits. Vous dites. Les professeurs doivent sortir des salles d'auditoire où ils croient qu'avant tout, ils sortent, qu'ils ramènent le débat dans la société et qu'ils inventent. Pourquoi nous avons trop de sociologues, de politiques, nous avons des juristes? Mais écoutez, nous ne pouvons pas avoir une constitution vraiment. Et vous allez toujours réfléchir en France, avec Rousseau, en France. C'est honteux. Merci. C'est honteux, je vous assure. Merci. Je sens que vous avez une colère panafricaniste. Hein. Merci. Merci, monsieur Norbert. Ça, non, ce n'est pas une colère. C'est peut-être une manière. Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais vous donner 3 minutes pour le mot de la fin. Mais Maître Oscar, parce que l'Afrique veut se développer, il y a un défi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ensemble les scientifiques, les intellos et la classe dirigeante, les politiques, la classe politique africaine ensemble afin que les deux puissent mixer leurs idées et que l'Afrique se développe et que nos pays se développent? Parce que les politiciens réfléchissent autrement, les scientifiques, les patriotes aussi réfléchissent autrement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les mixer? Bon, écoutez, je vais être peut-être très sévère, parce qu'il le faut. Ok. Le problème de l'Afrique, c'est d'avoir des analphabètes qui se disent intellectuels. Retirez Au ces Congo, formes. nous avons beaucoup d'analphabètes, mais proclamés intellectuels. Les porteurs de diplôme. Bon, appelez-les comme ça, comme M. Améam les a appelés. J'ai toujours fait référence à un texte rédigé en anglais, je l'ai traduit en français, où on parle des nouveaux analphabètes. Donc, ici, notre société est confrontée, la société congolaise est confrontée aux nouveaux analphabètes. Qui on appelle nouveaux analphabètes? Ce sont ceux-là qui ont eu des diplômes, mais qui n'ont plus lu. Alors, les connaissances qu'on a acquises depuis qu'on a fini les études, il y a 20 ans, quand on n'a plus lu, ces connaissances ne sont plus adaptées aux réalités, donc on est devenu analphabète. Donc ils sont dans l'empirisme. Je vous donne un exemple. Nous avons le Conseil d'État au Congo.
la loi sur le Conseil d'État, donc la justice administrative, date de 2015. Et en 2015, les avocats que nous avons, un magistrat, avaient déjà fini les études. Ceux qui sont appelés à appliquer le contentieux administratif. Je suis désolé de vous dire qu'ils n'ont pas étudié ça, parce que ça n'existait pas. Voilà. Mais ils vont être dits magistrats, avocats, experts. Mais dans une matière qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ça pose problème. Et un autre exemple pour que vous puissiez mesurer la gravité. Quand M. Touadéra devient président de Centrafrique en 2016, je me suis retrouvé avec nos amis centrafricains et on a créé une cellule de réflexion, ce que l'on appelle actuellement les think tanks, pour apporter, n'est-ce pas, les idées au président de la République dans sa gouvernance. Quand vous allez aux États-Unis, et je salue ici l'idée de créer ces émissions, je crois que c'est l'initiative qu'on a déjà avec toi, avec les profs, comme l'ambassadeur à Tundu. Ambassadeur à Tundu. Pour que nous ayons des communautés de réflexion. Là, tu vois que l'émission est apaisée. Si c'était la politique ici, on allait commencer à aboyer. Bon. Alors, aux États-Unis, si vous tapez, vous allez voir qu'aux États-Unis, combien de think tanks, le club de réflexion, combien il y en a? C'est des milliers dans des pays que vous appelez développés. Pourquoi? Parce que on se retrouve, on réfléchit et on propose aux politiques pour prendre la décision. À titre d'exemple, Sarkozy vient d'être condamné. Il doit aller en prison. Je vais comparer ça avec le cas de Moutamba, qui est aussi condamné. Mais regardez dans le média, vous avez avocats, magistrats, professeurs. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur le jugement de condamnation de Sarkozy. Moutamba a été condamné ici. Quel est le phénomène auquel on a assisté? On a assisté au phénomène de penser que la condamnation de Moutamba était le complot de l'État contre Moutamba. Et personne n'a levé son doigt pour venir analyser. Et il s'agissait, s'il vous plaît, du détournement. Et que c'est pour la première fois qu'un ministre de la Justice est condamné pour le détournement. Est-ce qu'il y a eu la réflexion? Non. Personne n'a osé en parler. D'ailleurs, on ne sait pas où il est. On dit résidence surveillée. Alors que la place d'un condamné, c'est la prison. Il n'y a pas eu de réflexion. Mais regardez maintenant en France, pour ça, combien de débats il y a. Des livres vont sortir bientôt. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans la science des misères. Il y a un prof qui a dit la philosophie des misères ou la misère de la philosophie. Mais chez nous, c'est que nous sommes dans une société des misères et nous sommes dans la misère de la société. Et je penserais beaucoup plus qu'il y a plus la misère de la société qu'une société de misère. Et donc, pour clairement dire, ça veut dire je plains ma société. Et donc, pour dire tout simplement, il ne faut pas que ça s'arrête à votre émission ici. Il faut que votre émission, autour de l'ambassadeur Tondo que j'ai déjà contacté et qui prend l'initiative avec toi, le prof Yamba Yamba est là, le prof est là, il nous faudra qu'il y ait des clubs de réflexion. Si vous appelez un constitutionnaliste ici, tout le monde qui vous dit qu'il va seulement enseigner aux auditoires comme le prof Yamba Yamba dit, où on dit seulement oui. Les oui-wistes. Si vous les appelez ici de venir faire le débat avec nous, ils ne viendront pas. Parce qu'ils se disent grands. Or, en science, il n'y a pas de grands. Nous sommes que des pygmées sur les épaules des géants. Et donc, ils ne vont pas venir pour les débats. Et comment on peut construire une société monolithique où les gens appellent les journalistes que vous êtes instrumentalisés parce qu'on vous appelle, vous avez un micro, vous ne contredisez pas, vous dites Excellence. Comment vous pensez? Excellence, dans sa parcelle, un dimanche, dit ce qu'il pense, sans être contredit. Ça, c'est une société de misère et il y a la misère. Ne vous dérangez pas avec mon émission, il y a tous les moyens de les contraindre et puis de les inviter. Votre émission ne faites pas. Invite, nous avons tous les atouts. À beaucoup de réflexions. Merci. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. Merci. Nous sommes déjà obligés
obligé de... Merci. Alors, professeur... Comme vous êtes dans la dictature, de me couper souvent. Non, vous avez suffisamment eu La les minutes. dictature Alors, professeur Paul Kibal, la question que j'avais posée à monsieur Oscar Moubiaï, est-ce que la classe politique africaine est-elle prête à fléchir devant les scientifiques? Parce qu'eux pensent qu'avec leurs billets verts, avec leurs moyens, ils peuvent s'acheter la science, ils peuvent manipuler, ils peuvent monnayer l'intelligence des professeurs pour être à leur faveur. Ça aussi, c'est un défi. Pourquoi quand vous parlez des scientifiques, vous pensez seulement aux professeurs? Non, bon, c'est eux qui pensent qu'ils sont plus scientifiques que les autres. Mais ils sont à la merci des politiques. Ils sont à la merci des politiques. C'est ce que le général Maïl a dit, et c'est ce qu'il y a détruit notre pays. Le général Maïl est le pays des professeurs. Merci. Alors, on a plus de professeurs que des étudiants. Merci. Mouting a dit la République des inconscients. Alors, professeur Paul Kibal. Bon, moi, le problème, c'est quoi? Cette différence-là entre politique et scientifique, à notre sens, n'est pas heureuse du tout. Ok. Parce que le politique d'aujourd'hui, en réalité, on peut le dire, c'est un politologue qui a fini en sciences politiques à l'université. Donc, quand il finit là-bas, il est scientifique, mais quand il vient dans la vie courante, il n'est plus scientifique, il est politique. Moi, cette distinction-là, pour nous, ce n'est pas heureux du tout. Et cela se justifie par le fait que, voilà, on dit, qu'est-ce qu'on dit? L'université est apolitique. Vous voyez le piège? L'université est apolitique. Or, au sein de l'université, il y a une faculté de sciences politiques. On forme les politiciens. On forme les politiciens pour gérer en réalité les partis politiques et la cité. Mais curieusement, on ne peut pas organiser les partis politiques à l'université. Mais il faut les organiser où? À la cité. Comme qui dirait, pour tromper la population. Vous voyez là, il y a quand même un problème. Mais tout politicien n'est pas nécessairement politologue ici au Congo et dans notre pays africain, parce qu'il y a un courageux qui se réveille dans son quartier parce qu'il a des billets verts, il devient politicien. Là, ça se comprend pourquoi. Parce que la science politique qui est enseignée là-bas, c'est la science politique des partis politiques. Vous voyez, c'est ça le problème. La science politique des partis politiques. Qui en réalité, il y a comme une certaine hypocrisie. On ne peut pas organiser les partis politiques à l'université, mais on va organiser simplement à la cité. Mais avec, si on peut le dire, la science politique des communautés territoriales, ok, l'université, au sein même des classes, des auditoires, ça forme des communautés qui peuvent s'organiser. Les communautés territoriales. Vraiment. À ce moment-là, il nous faut un autre débat. Oui, qui peuvent s'organiser. En termes d'approche. Qui peuvent s'organiser pour se prendre en charge. Et nous avons eu l'expérience avec M. Laurent Désiré Kabila, avec les CPP. Ok. On avait les CPP dans les universités et on avait aussi les CPP où? Dans les quartiers. Ok. Et ça, c'était la politique de la démocratie directe. Qui est une politique, je dirais, de vérité. Il n'y a pas d'hypocrisie. Ok. Vous enseignez la science politique là-bas à l'université, mais on ne peut pas organiser officiellement les partis politiques, alors que les étudiants ou les professeurs sont membres des partis politiques. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est pour dire quoi? En tout cas, nous, à l'IRED, Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe, répondant à l'appel de mon frère Yamayama, nous avons inventé une forme de démocratie adaptée à l'Afrique. Ok. Sur base de nos valeurs, là je vais dire avec maître Oscar, les valeurs de solidarité, les valeurs du vivre ensemble. C'est ça. Et c'est ce que nous appelons la nouvelle démocratie directe. Si on peut ajouter des communautés territoriales.
Ça, c'est une invention. Merci. La nouvelle démocratie directe. À expérimenter, Voilà. à étudier. Exact. Merci. Merci à vous. Alors, M. Norbert Yamba, le mot de la fin, on retient quoi? Il y a les Africains qui sont en train de vous regarder. Avec la permission de... 5 secondes. Oui, 5 secondes juste. Vous avez cité un mot très important, courageux. La question, c'est qui on appelle courageux dans notre société. Ou dans notre communauté. Parce qu'on dit, la vie appartient au courageux. Mais qui est courageux dans notre société, dans notre communauté? C'est un petit qui va se lever, qui va commencer à bloquer toutes les voitures, moyennant qu'on lui remette quelque chose, et il a dit qu'à chance le repas, on a courage. Vous voyez le courage négatif qu'on a pu mettre, et on a pensé que c'est gangstarisme, ça arrive jusque en politique, et ceux qui nous dirigent se disent courageux, et le courage croit que c'est avec les biceps qu'on va réussir, et la réussite est traduite comme étant en termes de gains matériels. Ce n'est pas ça le courage. Okay. Bon, je voulais un peu, parce que vous avez dit courageux. Merci. Non, parce que nous avons des politiciens courageux sans notion, sans quoi, mais il devient politicien. Il n'a pas l'offre, mais quand il est au sommet, il crée des scandales. Oui. Il contre 4 personnes qui passent à la télé. Nous. Ressortissants deux. Voilà, c'est celui-là que vous appelez politicien. Alors, M. Norbert, le mot de la fin. On retient quoi? Je voudrais remercier très sincèrement le professeur Kiba, Maître Oscar et vous-même. Vous allez au-dessus de la mêlée en organisant cette émission des hommes qui pensent la République, qui pensent l'Afrique subsaharienne et qui croient qu'avec les idées productives et positives, on peut changer la situation. Première chose. Deuxième chose, je voudrais apaiser le professeur Kibal lorsqu'il parle du concept politique. C'est un concept impropre dans une démocratie. Et il a raison peut-être de se plaindre par rapport à ça, mais lorsque vous regardez l'article 3 de la Constitution, on reconnaît la décentralisation comme étant un mode de gestion de notre pays. Quand elle en est tienne, la décentralisation a une particularité, c'est la participation de la société civile en tant que force représentative de la population. Et la société civile ne fait pas la politique active. La société civile a un engagement politique pour éclairer et contrôler, suivre les politiques. Donc la société civile, elle n'est pas exclue. La société n'est pas exclue, elle est dans une logique de démocratie participative. Et la démocratie participative, ce sont les citoyens pris individuellement comme collectivement. Mais je voudrais rassurer que c'est un modèle occidental. Et ça, ce n'est pas notre modèle. Et ça nous a créé pas mal avec les partis politiques. J'étais dernièrement directeur de cabinet au ministère. J'ai vu de l'intérieur 1000 partis politiques. Aujourd'hui, on est au-delà. Et chacun en fait une boutique où il est en train de marchander les postes, compagnie, etc. Et on oublie tout. Tout ce qui peuvent générer des grandes idées et permettre le pays d'être oxygéné. Je voudrais également rassurer que, toujours, je cite Bob Basson, qui est un Camerounais, il a fait beaucoup d'études par rapport à la problématique africaine. Il dit, on est en train d'accepter la décentralisation dans nos constitutions, mais une décentralisation copiée de l'Occident. Or, quand vous regardez nos villages, et c'est là justement l'effort du prof, quand vous regardez nos villages, on est organisé. On a un village, un groupement avec tel village, habité par tel. On est déjà décentralisé. Maintenant, il faut y mettre de la science pour savoir comment on peut organiser jusqu'à arriver jusqu'au niveau à l'échelle nationale. Mais là, nous avons une difficulté, professeur. Parce que la République est importée. Et la République nous domine. Nous n'avons pas connu la République. Nous avons connu une confédération des royautés. Des royaumes, des empires. Il faut enlever la République. Il faut quitter dans la République. Oui, mais il faut qu'on y réfléchisse. C'est comme ça que ce n'est pas un débat où on va trouver solution ici. Donc ce sont des grandes idées. Il faut avoir des hommes courageux comme ça, des vrais courageux. Qui prennent les gens qui osent. Qui osent. Parce qu'un prof toujours nous disait, madame, à l'université Laval, dit, ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas. C'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. Merci. Donc, le pays est à nous. Osons, faisons des réflexions agissantes, courageuses. Et je pense, comme nous avons quelqu'un à la tête de l'État
qui a une capacité d'écoute. Je pense que ces services peuvent l'aider à comprendre cette problématique et à y mettre même un sujet de réflexion à l'échelle nationale. Et le ministère concerné peut voir partout. Pourquoi on ne peut pas discuter? Parce que j'ai vu dernièrement en France, je passe sous contrôle de Maître Oscar, je ne sais pas s'il est là. Et donc, regardez ce qui se passe en France. On a constaté effectivement que cette démocratie ne respire plus comme il faut. Elle est démodée, elle est dépassée, elle est épuisée. Et le président de la République, Macron, a fait appel aux meilleurs d'entre eux pour rediscuter. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers la 6e République. Vous voyez, et donc, ils ont réfléchi. Souffrez que je vous dise merci parce que je prends la 4e République au Congo. Très bien. Et donc, si on peut véritablement réfléchir, pas parce que j'attends, les juristes, arrêtez, je ne suis pas contre vous. Parmi les gens malhonnêtes dans notre pays, il y a beaucoup. Mais quand cela ne tienne, il y a des hommes intelligents. Voilà comment ils se distinguent. Donc, nous avons intérêt à discuter des problèmes de constitution, pas seulement avec les juristes. Ok. Il faut tous les compartiments, les sociologues, les juristes, les politologues. Certainement qu'il y a une musique. Il y a une musique, c'est ce qu'on appelle le langage juridique. Et ce langage juridique doit être systématisé par les juristes. Mais la production des idées, elle doit être vous avez clairement bien dit. Merci. Donc, en termes de production des idées pour une constitution, on a besoin de tout le monde. Oui. Hein, mécaniciens, ouvriers, comme vous voulez. Maintenant, ces idées-là produites doivent être mises en normes. Là, c'est le rôle des juristes de traduire ça en loi, en règle. Merci. Sauf que nous, nos normes constitutionnelles ont été traduites en normes par les sociologues, comme les politologues, comme des Bob Kabamba, qui n'est pas juste. Ça, c'est condamnable. Merci. Je n'ai rien contre lui, mais je le cite. Merci. Parce que c'est grave que le Congo ait admis qu'un sociologue, qu'un politologue vienne de rédiger un texte. C'est pour ça que c'est un texte indigeste. C'était dans une commission. Merci, merci. C'était dans une commission. Merci. Merci. Moins de juristes. Merci, Maître Oscar Mobiaï, d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes coordonnateur d'une structure État des droits en marche. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation également au professeur chercheur Paul Kibal, initiateur de l'IRED. Je n'ai pas eu le dernier mot. Non, je vous avais donné le 30 minutes. Non. Ouais. J'ai fait une minute alors. 3 minutes. 5 secondes alors. Bon, merci beaucoup. Bon, je crois que nous avons tous été d'accord pour dire que la constitution actuelle ne correspond pas à nos réalités. Comme pour dire que ce n'est pas adapté à notre culture, avec nos valeurs. Okay? Donc, comme qui dirait, il y a nécessité d'adapter cette constitution à nos valeurs. Ce n'est pas de changer la constitution. Mais ce qui nous dérange un peu actuellement, parce que généralement, quand on parle du changement de la constitution actuellement, on ne voit que le mandat du chef de l'État. Or, ça c'est vraiment avoir une certaine étroitesse d'esprit. Pour nous, à l'IRED, quand nous parlons du changement de la constitution, c'est véritablement changer le système politique. Merci. Qui soit adapté à nos réalités. Le mandat, oui, c'est un aspect qui devra être discuté. Mais si on doit limiter ça au mandat, ce qui fait qu'il y en a qui disent non pour la Constitution, oui pour le changement de la Constitution et non catégorique pour le changement de la Constitution. Merci. Merci à professeur Paul Kibal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également au professeur Yamba Yamba. Les panafricanistes, c'est un grand esprit. Quelqu'un m'avait dit, Yamba Yamba a écrit un grand livre à l'espace d'une semaine. Je suis journaliste, j'ai l'information. Merci à vous. Merci à vous et merci également aux panafricanistes, merci aux Congolais qui nous ont suivis. Les débats continuent sur nos chaînes YouTube, au Centre TV, Delcas Télévision, Facebook et tant d'autres. Ces plateaux, rassurez-vous, je veux faire des mots mieux pour amener les vrais Congolais, les Congolais de bonne qualité, pour essayer un peu de bien réfléchir. Et notre RDC est possible. Au revoir.